Dès le début, j'étais franchement un petit peu à subir la situation. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation avec une vraie famille et une vraie problématique. C'est moins douloureux malgré tout et que à la fin. Aujourd'hui, je rencontre Cyrielle et sa petite Diane qui a 3 mois. Les nuits sont entrecoupées de réveils nocturnes qui se multiplient et l'alimentation est devenue compliquée. Il faut partir sur un test d'éviction. Diane boit peu, refuse parfois le biberon, régurgite et semble inconfortable. Dans cet épisode, on fait le point sur ces réveils fréquents, mais surtout sur ce qui les provoque. Et je guide Cyrielle sur des pistes concrètes pour soulager sa petite Diane. J'avoue que j'ai perdu confiance, en fait. Et je me suis sentie démunie. Si vous aussi, vous avez un bébé qui boit peu son biberon, pleure et se réveille beaucoup la nuit, alors cet épisode est pour vous. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour Diane. On se voit aujourd'hui pour une consultation sommeil pour Diane. Parce qu'elle a des petits problèmes, on va en parler ensemble. C'est une première consultation qu'on fait ensemble. Vous n'avez pas fait de consultation chez Fédodo pour l'instant? Si, mais pas pour Diane. Ah, pour le grand? Ouais, le grand petit, oui. Ils ont 19 mois d'écart avec son grand frère. Et on avait fait une consultation. Alors lui, j'avais réussi à tout mettre en place hyper facilement, etc. Super. Beaucoup de connaissances de vos contenus. Ok. Via les vidéos? Via le livre que j'ai lu, relu. Le bleu? Le bleu. Ok. J'avais vu quand même pas mal d'infos sur vos comptes Insta. Ok. Vos stories. Les petites questions-réponses, ça a aiguillé quand même quand on a l'âge à peu près équivalent des enfants. Donc ça, et ça avait vachement bien roulé jusqu'à ces 6 mois quand on avait sevré le biberon de nuit, le dernier. Ok. Parce que très vite, il avait fait qu'un réveil. Ok. Et il se réveillait tôt. Et donc du coup, on avait fait une consultation à l'époque, je sais plus, c'était Julie, je me souviens plus. Oui, probablement. Et en fait, c'était une question de nutrition. Donc on avait remis de l'apport la journée. Et donc du coup, tout s'était bien positionné pour le réveil du matin. Donc on connaît quand même Fédodo. Oui, du coup, pas mal d'infos. Depuis presque 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis vos contenus. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis un peu démunie, parce que j'ai l'impression de savoir beaucoup de choses, mais qui ne s'appliquent pas forcément à Diane. Ça coince un peu encore. On va regarder tout ça dans ces cas-là. Du coup, une première consultation, vous savez comment ça se déroule. C'est 1 heure, 1 heure et quart. Du coup, on fait l'anamnèse de toute la situation. Vous allez m'expliquer la problématique. Je vais vous poser beaucoup de questions pour qu'on puisse tirer un petit peu tous les fils. Ça va me permettre, moi, de commencer à regarder et à vous indiquer quel gros levier je vais voir. Et puis, en fonction de ça, je vais vous donner les premiers conseils à mettre en place. Je pense qu'il faudra un petit peu de suivi derrière pour voir comment ça évolue, surtout si c'est un cas particulièrement problématique, avec des petits rendez-vous de suivi derrière pour voir et pour revoir s'il n'y a pas besoin de tirer d'autres fils. Mais déjà là, on va explorer globalement ce qu'il se passe. Cette consultation, elle vous est offerte grâce à Kindercraft qui sponsorise l'épisode. Kindercraft, on travaille avec eux depuis au moins tout ça, depuis plus de 7 ans, je crois. C'est une marque de produits de puériculture que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont très, très proactifs avec les experts. Ils nous font tester beaucoup les produits. Ils écoutent les retours, ils changent les produits en fonction des retours. Et moi, je conseille beaucoup de leurs produits assez régulièrement. Et là, pour aujourd'hui, on parle de leur gamme de tire-lait. Parce que c'est une nouvelle gamme qu'ils sortent avec 2 tire-laits, 2 doubles et 1 simple. Vous utilisez les tire-laits de votre côté? Alors moi, j'ai utilisé des tire-laits pour mon premier allaitement. Ok. Et là, j'étais en mode freestyle, donc j'en ai pas utilisé. Ok. Et je suis en fin d'allaitement mixte. J'avais le souhait d'arrêter l'allaitement, mais... Ouais, donc là, plus trop actuellement. Plus trop, mais c'est bien d'avoir des références fiables. Parce que parfois, on ne sait pas vers qui se tourner. Du coup, Kindercraft sort une nouvelle gamme en fait, de tire-laits. 3 tire-laits différents, 2 en double et 1 en simple.
Et pour chaque modèle, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a 4 tailles de tétrelles pour vraiment avoir un ajustement parfait et pour éviter du coup les crevasses, les difficultés à tirer son lait, etc. Quand on a une mauvaise taille de tétrelle, on sait aujourd'hui combien c'est important de pouvoir avoir exactement la bonne taille de tétrelle pour le tirage. Ils sont super silencieux, ils sont très faciles à utiliser. On a le Gentle Nest qui est un tire-lait qui est double, hyper confortable et qui aide à bien extraire le maximum de lait. On a le Gentle Flow, il est aussi double. Et lui, il possède en fait une petite télécommande de contrôle qui est assez pratique. Et le Mama Flow, qui est un tire-lait simple là, et c'est clairement le plus nomade et le plus facile à transporter, mais sachant que là, on est vraiment sur 3 tire-laits nomades de toute façon. Ok, du coup, on va pouvoir commencer. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qui se passe, la problématique générale, Ouais. tout ce qui vous semble problématique, ce que vous vivez là avec elle. Diane, elle a quel âge exactement là? Alors, elle a eu 3 mois il y a 3 jours. Ok, elle est née à terme? Elle est née à terme. Ok. Vraiment 3 jours avant son terme. Super grossesse. Super accouchement. Donc vraiment cool. C'est un bébé qui était allaité exclusivement au début. En fait, très vite, je pense que je me suis laissée un petit peu emporter. L'allaitement, c'est à la demande, tout le temps. Donc je l'avais au sein pratiquement tout le temps. Pendant les 2 premiers mois de sa vie, elle a dormi sur moi toutes les nuits. Malgré la connaissance que j'ai des risques, etc. Mais en fait, là, avec l'allaitement, je m'en sortais pas. Elle tétait pendant des heures la nuit. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même un problème d'apport la journée, mais je savais pas trop comment m'en sortir. Et elle s'endormait la journée qu'avec une action de ma part. C'était vraiment le sein 80% du temps. Et ou balade, bercement dans les bras, vraiment en contenance pour le reste. Donc, dès le début, j'étais franchement un petit peu... à subir la situation parce que j'avais l'impression d'avoir aucune liberté de mon corps ou de mouvement et surtout d'avoir un peu la pression de devoir avoir une action pour qu'il y ait du sommeil ou de l'alimentation. Donc vraiment, c'est pour ça notamment que j'ai voulu sortir de l'allaitement en me disant le mixte sera déjà un bon relais en charge mentale. Donc on a commencé à initier le mixte quand je pense qu'elle avait 7-8 semaines, je ne sais plus très bien. Mais sans forcer du tout. Donc, je gardais quand même beaucoup d'allaitement par rapport au rythme biberon. Et en fait, il a commencé à avoir un épuisement, franchement, de ma part, la nuit, de l'avoir tout le temps sur moi. Enfin, c'était quand même beaucoup. Donc, le jour de ces 2 mois, on l'a passé dans sa chambre pour la nuit, en se disant vraiment... Franchement, j'avoue que j'avais pas confiance en moi. Et du coup, pas confiance en elle sur ses capacités, franchement, d'endormissement, etc. Et en fait, le soir de ces 2 mois, elle a dormi dans sa chambre. Et je crois qu'elle a fait que 2 réveils pendant 2-3 nuits. Et surtout, elle s'endort toute seule depuis qu'elle a 2 mois. Le coucher du soir ou les siestes. Alors, les siestes, c'est aussi un sujet parce que j'y retourne beaucoup. Elle pleure pas mal quand je la couche. Mais elle sait s'endormir toute seule. Donc là, depuis un bon mois. Sans franchement forcer quoi que ce soit. Donc déjà une bonne surprise. Et après, par contre, en fait, donc il y a eu 2 réveils les premières nuits. Et après, par contre, c'est monté à 4-5. Après, malheureusement pour elle, elle a eu la grippe. Donc elle a eu la grippe vraiment pile à ses 2 mois et demi. Grippe dure. Donc là, on est monté à des nuits. Je crois que j'ai fait 2-3 nuits à 8 ou 9 réveils. Une nuit pendant laquelle j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec Fédodo. Parce que je me suis dit, ça va pas être possible. Et donc du coup là en fait le premier problème pour moi c'est les nuits parce que ça commence à être épuisant pour moi. En gros on est à 3 réveils sur les bonnes nuits et je pense que tout est imbriqué en fait. J'ai l'impression d'avoir des questions dans tous les sens parce que l'alimentation est un problème. Là pendant pas mal de temps elle buvait très peu. J'ai commencé à tout noter et je me rendais compte qu'en fait elle prenait à peu près 300 ml par jour. Avec la nuit aussi? Non, vraiment sur les 12 heures de la journée. Ouais, la journée. Et la nuit, elle rattrapait, mais pas beaucoup en fait. Elle buvait pas beaucoup la nuit. C'est ce qui m'inquiétait parce que des fois, j'avais des réveils, elle pouvait ne pas avoir bu depuis 4-5 heures, elle prenait 30 ml et elle se rendormait, quoi. Ok. Donc, un petit peu inquiétant. Donc, j'ai mis à ma pédiatre, qui est une très bonne pédiatre pour le coup, je lui ai partagé mon inquiétude là au check des 3 mois. Donc, Diane a un petit RGO. Qui n'est pas considéré comme pathologique dans le sens où c'est pas tout le temps. En fait, c'est un peu des crises.
madame. Alors. Elle va avoir mal de temps en temps, on la sent douloureuse, mais je pourrais très bien, là, après le biberon, la mettre sur le dos et elle dira rien. Donc, c'est un peu... Le diagnostic, il a été fait de quelle manière par la pédiatre, du coup ? C'est de par ce que je ressentais moi, des reflux externes. Donc, ça, elle a des reflux depuis longtemps, même quand elle était allaitée exclusivement. Reflux externe juste après le biberon ou pendant tout le temps ? Pas de règle. Ça peut être juste après, 1 heure après. Vraiment, c'est très aléatoire. Caillé ou liquide ? Juste après liquide et quand c'est longtemps après, caillé. Caillé, ok. Ouais. Ok. Donc ça... Quels sont les autres ? Ouais, je veux bien tous les symptômes. Ouais, donc ça. Et en fait, mon premier avait des reflux. Donc je voyais la différence entre lui et elle. Lui, il avait un reflux absolument pas douloureux. Ok. Ça lui faisait ni chaud ni froid. Ok. Elle, je voyais qu'elle se cambrait un petit peu. Ok. Que vraiment, il y avait des pleurs qui, moi, me semblaient vraiment être de la douleur. Et quand même, position allongée, quand elle était plus petite, qu'elle tolérait un peu moins. Là, elle la tolère même très bien parfois. Donc, il y avait quand même des petits signes, mais c'était pas tout le temps. C'était vraiment aléatoire. Donc, on a partagé ça à la pédiatre au check des 2 mois. Au check des 2 mois, en fait, il s'est pas passé grand-chose. En fait, c'était un peu, on va voir comment ça se passe. Elle a rien donné, rien... Du Gaviscon. Ouais. Gaviscon, mais manifestement, c'est... Et à l'époque, elle était principalement allaitée encore à 2 mois. Bah, je dirais 60 allaitements, 40 biberons. Quand vous dites biberon, c'est pas votre lait, c'est du lait pédiatrique. Ouais. Ok. Donc, c'était ça qui était un peu délicat, en fait. On savait pas si c'était lait, les biberons... Enfin, il y avait tellement tout un peu mélangé que c'était difficile d'y voir un peu clair. Donc, elle a eu du Gaviscon, mais la dame n'aime pas trop ça. Manifestement, c'est pas bon. Donc, elle le prend, elle le recrache vite. Et quand même, j'ai pas vu une amélioration incroyable de la prise de biberon. Oui. Donc, du coup, on a continué en parcimonie. J'ai pas fait 4 fois par jour. Je vais être tout à fait transparente. On n'a pas suivi tout. Et donc, elle a un lait aujourd'hui tout à fait classique, un lait de vache, un lait qui est très bien noté, mais... C'est lequel ? Les petits culottés. Ouais. Sauf qu'avec la grippe, ça s'est envenimé, entre guillemets, où là, pour le coup, il y avait toujours autant de reflux et très peu de prise alimentaire. Donc moi, ça m'a beaucoup inquiétée. J'ai mis ça, du coup, toutes les nuits compliquées avec 4-5 réveils, je me suis dit, en fait, elle a besoin de se rattraper, elle a faim, tout simplement. Mais j'avais beau proposer des biberons tout le temps, fractionnés, des petits biberons de 60, 2 par heure, enfin au réveil, pendant le temps d'éveil, juste avant de dormir, tout. Ça changeait rien du tout, elle prenait pas. Elle a terminé sa grippe depuis quand ? Elle l'a eu vraiment 2 mois et demi. Elle tousse encore. Je sais pas si on l'impute au RGO ou à la grippe, parce que la grippe fait beaucoup tousser. Ouais. Mais je dirais que la grippe a duré une bonne dizaine de jours, donc ça s'est terminé... il y a 5 jours à peine. Il y a une bonne semaine, quand même. Une semaine. Ouais, une bonne semaine. Et là, depuis une semaine, est-ce qu'elle reprend des plus gros biberons ? Ouais. Oui. Donc, c'était vraiment la grippe ? Je pense, en fait. Ouais, de toute façon, parce que... la grippe fait que les bébés ne mangent plus, c'est normal. Ouais. Donc, je pense qu'il y a de ça. Mais là, au check... donc, on est jeudi. Vendredi dernier, elle a eu le check des 3 mois chez la pédiatre. Et c'était vraiment le moment où elle ne mangeait pas. Ouais. Enfin, pas peu, très peu, trop peu. Donc, elle a vu mon inquiétude et elle m'a dit, d'après ce que vous me décrivez, c'est-à-dire qu'elle prend 30 ml, après elle se mettait vraiment comme ça. Elle avait vraiment un réflexe de se mettre en arrière, de tourner la tête. Ouais. Elle me dit, ça me semble être plus des douleurs mécaniques que dues au lait. Donc, depuis samedi soir, elle prend de l'Inexium. Ok. Je suis pas convaincue de la chose, moi. Alors, attendez. Elle a dit douleur mécanique. En fait, ouais, la pédiatre, d'après ce que je lui décrivais... Mécanique, ça veut dire quoi pour elle ? Ça veut dire que c'est vraiment plutôt dû à de l'inconfort de la déglutition et donc probablement l'œsophage que de l'imputer au lait. Avec une œsophagite, oui. Ouais, potentiellement. Ok. Donc, elle a de l'Inexium depuis samedi. Ouais. Et depuis quand est-ce qu'elle prend bien les biberons ?
Elle en reprend bien depuis début de semaine, ce week-end. Vendredi dernier, elle avait déjà bien bu. Donc, peut-être plus dû au fait de la grippe que... Ok. Parce que la pédiatre m'a quand même dit que l'Inexium, il fallait compter 7 à 10 jours pour voir les premiers effets. Oui. Et l'Inexium... Elle est sur quel dosage, là ? 6 ml. Ce qui est quand même pas mal. Ouais, et elle... Alors, mercredi soir, par exemple, elle a vomi dans les 20 minutes qu'on suivit l'Inexium. Ok. Depuis qu'elle a commencé, j'ai des selles explosives vertes. Elle faisait pas de selles diarrhéiques avant ? Un petit peu, mais pas, pas vertes comme ça. Et là, j'ai eu 2 nuits, les 2 nuits horribles, là, cette nuit et la nuit d'avant, avec notamment des phases que je n'avais jamais eues, où on la sent douloureuse, mais douloureuse plutôt au ventre, pas RGO. Enfin, cette nuit, elle m'a fait une phase là vraiment de pleurs, de douleur. On sentait que c'était différent, quoi. Donc je me demande si l'Inexium lui ferait pas un petit peu mal au ventre. Je ne sais pas. Ça fait pas partie des comment j'appelle ça ? Des effets secondaires. Des effets secondaires de l'Inexium. Par contre, elle reprend beaucoup plus de lait depuis tous ces derniers jours. Oui. Et moi, j'ai une autre interprétation sur l'origine de ce reflux. On va finir de creuser ensemble. Okay. Là, elle prend des biberons de combien ? Alors, je continue, malgré les recommandations de la pédiatre qui m'a dit d'espacer. Elle m'a dit de donner toutes les 3 à 4 heures. Ok. Alors, je sais ce que vous recommandez, plutôt de fractionner des petits bibes pour un bébé qui est RGO notamment, et en plus de faire à la satiété à demande. Ouais. Elle, son argument, c'est de justement laisser un cycle de digestion se faire pour pas que l'acidité soit tout le temps en permanence relancée. Oui, c'est souvent ce qui est dit, mais c'est pas du tout... Donc du coup, en fait, c'est surtout que moi, j'arrive pas à la tenir. Et moi, voir mon bébé qui pleure parce qu'elle a faim, je peux pas... bien sûr. Donc du coup, j'ai pas trop espacé. Enfin, j'espace naturellement en fonction de ses siestes ou de la vie de tous les jours. Et du coup, c'est à peu près combien ? 2 heures, 2 heures et demie peut-être ? Ah, même pas. Parfois, je propose 2 bibes en 1 heure et elle est capable de prendre 150 en 1 heure, du coup, en 2 biberons, quoi. Donc là, elle reboit bien, c'est-à-dire qu'on est plus sur des quantités entre 400 et 500 sur le temps de la journée. Ok, et par 24 heures ? Eh bien, ça, c'est très aléatoire. Il y a des nuits où elle va boire 100 pendant un réveil. Ok. Et cette nuit, par exemple, elle a bu 10 au réveil, à ses réveils de nuit. Donc, en tout, sur 24 heures, elle pourrait ne pas dépasser... Moi, je pense qu'elle est à 550, 600 par 24 heures. Okay. Elle pèse combien, là ? Vendredi, elle pesait 5,410 kg. Il y a une petite semaine. Donc, elle aurait plutôt besoin de 750 millilitres, à minima. Ok. Mais parfois, elle y arrive peut-être un petit peu, certaines nuits où elle... non, à peine. Quand même à peine, parce que en gros, dans une nuit, j'ai 3-4 réveils. Il y a peut-être qu'un seul réveil où elle va faire un vrai bib de 90-100. Ok. La moyenne de ces biberons, là, maintenant, c'est 90-100, c'est ça ? La moyenne, je dirais qu'elle est plutôt plus basse, à 80. Ok. Je pense. Ce qui est très peu pour un bébé de cet âge-là. Hein. Ouais. Là, elle se nourrit comme un bébé d'1 mois. Ouais. Mais j'ai beau proposer, Oui, bah non, mais... Et il faut pas forcer. C'est et ça. Vous faites bien. Mais je pense... moi, de toute façon, j'ai quand même une grosse suspicion avec ce que vous me dites. On est d'accord qu'elle avait des diarrhées avant ouais, mais vraiment toujours. couleur jaune, enfin vraiment couleur allaitement, en fait. Oui. Mais sous format plus diarrhéique, quoi. Ouais. J'ai eu des phases de constipation aussi. Ok. Alors ça, c'était peut-être l'absence d'alimentation. Oui, constipation, parce que constipation, vous dites que c'est pas de sel pour vous. Non, c'est plutôt des selles plus dures. Pas dures, mais un peu moulées. Ok. Dire. Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé, peut-être, ça arrivait... En étant uniquement allaitée, en plus. Non, en mixte. En mixte. Ouais, en mixte. Et avec le Gaviscon ? C'était peut-être avec le Gaviscon ? Oui, mais je l'ai tellement peu donné, en fait, le Gaviscon, que j'ai du mal à savoir.
Parce que le Gaviscon, ça peut venir épaissir les selles pour le coup et provoquer un petit peu des selles un peu plus constipées. Ok. Là, je l'entends faire beaucoup de bruit de succion et de lâchage du bib. Elle a toujours fait ça? Au sein aussi? Elle a du mal à ventouser? Au sein, beaucoup moins. Au sein, beaucoup moins? Ouais. C'est le biberon, en fait. C'est le bib, ouais. Okay. Ouais. Mais oui, elle claque. Elle claque un peu. Au sein, vous avez eu des crevasses, ce genre de choses? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Elle commence à pincer un peu. Là, maintenant? Ouais, genre depuis quelques jours. Bah, ça, c'est le bib, quoi, je pense. Oui, probablement. Ouais. Là, du coup, pour moi, je pense pas qu'il y ait une problématique du côté de la succion. Par contre, peut-être qu'il faudrait tester d'autres tétines que celle-ci. J'ai testé avec Elé et ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, mais... On a les Tommy Tipeee qu'on pourrait peut-être vous proposer à tester. Ok. Parce que de toute façon, le fait qu'elle claque comme ça, c'est pas bon pour elle et ça va augmenter son reflux, même si pour moi, c'est pas l'origine, mais ça fait qu'elle avale de l'air et donc il faudrait en chercher encore d'autres pour que vraiment elle ait une préhension comme au sein. Okay. Si elle claque pas au sein, qu'elle claque pas non plus au biberon. Okay. Mais s'il n'y a pas eu de problématique dans la prise du sein, dans le fait de faire ventouse, etc., il n'y a pas de raison qu'elle ait une problématique de succion particulière. Par contre, il faut trouver la bonne position pour elle au bib avec la bonne tétine pour que la prise se fasse sans air. Okay. Ça, c'est une piste à regarder, mais ce n'est pas l'origine de toute la problématique. Mais bon, c'est de toute façon, il faut le régler. Ouais. Ça marche. Au niveau de la peau, elle a aucun problème de peau, pas de psoriasis, eczéma, etc. Une peau parfaite de bébé. Vous? Moi, j'ai un peu d'eczéma. Ok. Je faisais de l'eczéma quand j'étais enfant et je peux en faire poussée de stress ou vraiment. Ok. Et le papa? Pas du tout. Et le plus grand? Non plus. Est-ce que vous mangez des produits laitiers? Je sais où vous allez. Ouais, c'est toute la question de l'intolérance aux protéines de lait de vache. Alors, allergie, je pense pas. Non, intolérance, ça n'existe pas. Intolérance aux produits laitiers de vache, ça n'existe pas. C'est une allergie, mais c'est une allergie non IgE-médiée qui donne des symptômes comme de l'intolérance. D'accord. C'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui vont dire intolérance aux produits de vache, mais ça n'existe pas. Okay. C'est une allergie. Okay. Mais oui, c'est toute la question du truc. Et donc, vous mangez des produits laitiers beaucoup? Ouais, franchement, j'en mange pas mal, entre les yaourts ou les fromages ou les trucs comme ça. En tout cas, j'ai jamais fait d'éviction. Ok. Ouais. Et puis, vous mangez quand même des yaourts tous les jours, ce genre de choses? Enfin, en tout cas, je mange des produits laitiers tous les jours. Ouais. Ok. Là, en effet, moi, on va regarder quand même la courbe. Hop, avant qu'on aille vers quelque chose... Parce que je vous ai posé la majeure... si, je voudrais bien vos tailles à tous les deux. Moi, je fais 1m68 et mon mari fait 1m80. Ok. Alors, du coup, en plus, on a des courbes bien à jour. Ouais. C'était quand le rendez-vous? C'était vendredi, donc il y a 6 jours. Du coup, on va regarder les courbes de périmètre crânien. Donc, elle est née au 50e percentile. Elle a stagné sur la première semaine et pas le premier mois et demi. Oui, ouais. C'est ce qui est quand même moins impactant. Elle a stagné sur la première semaine, mais il y a eu quand même beaucoup de prises de tour de tête sur... pourquoi vous avez 1, 2, 3, 4, 5 prises de tour de tête sur quasi une semaine, 10 jours? Ah oui, parce qu'en fait, avec la grippe, on a fait 2 petits allers-retours aux urgences. Et aux urgences, en fait, ils reprennent à chaque fois les mesures. Mais c'était juste à la naissance, là, la première semaine de naissance? Ah, ça, je sais pas. C'est les tout premiers mois de... De tour de tête? Oui, j'ai plusieurs points de... Ah ouais? J'ai beaucoup de points, mais c'était peut-être à la maternité. Ah, c'est possible. Je me souviens plus, je vous avoue. Ok, du coup, sur la première semaine, elle n'a pas pris un tour de tête. Donc là, au premier mois, elle était au 50e percentile. Ensuite,
À 2 mois, elle se maintient. Globalement, elle s'est maintenue au 50e percentile là, jusqu'à ses 12 mois. Parce que là, il y a beaucoup de points, mais en fait, on est en semaine. Donc, oui. OK, donc ça, c'est bon. Au niveau de la taille, elle est née au 50e percentile. À 1 mois, elle était toujours au 50e percentile. Et par contre, à 2 mois, en termes de taille, elle a fait une petite baisse au 25e percentile, là qui est quand même notable. Donc, elle a perdu un couloir. Puis, elle est remontée à 11 semaines. Et là, la dernière prise, donc pour ces 3 mois, on est quand même quasiment au 25e percentile aussi. On est entre le 25e et le 50e. Donc, on a une taille qui s'infléchit un petit peu. Pourquoi ça peut être particulièrement quand même intéressant dans son cas à elle, c'est que en fait, vous mesurez quand même 1m68, ce qui est plutôt grand pour une femme. La moyenne, on va se situer plus sur 1m62, 63, 65. Okay. Donc, vous êtes plutôt au-dessus, en tout cas, du 50e percentile. Et le papa mesure 1m80. Et lui, il est grand. Pour le coup. Et donc là, on ne l'attendrait pas sur la courbe du 50e percentile. Alors, pas non plus immense, hein, mais on pourrait l'attendre entre le 50e et le 85e, donc un petit peu au-dessus. D'ailleurs, à 1 mois, elle avait commencé à monter un petit peu au-dessus en taille. Et donc là, ça veut dire que si elle n'arrive pas à monter, à faire ce petit rattrapage en lien avec son potentiel génétique, c'est qu'en effet, il y a potentiellement un petit souci. Donc, on va regarder du côté du poids. En termes de poids, elle est née un petit peu en dessous du 50e percentile. Et puis, en effet, elle a baissé et elle s'est stabilisée finalement au premier mois jusqu'à son 2e mois de vie au 25e. Ces derniers temps, elle avait quand même réussi à certaines pesées à remonter au 50e percentile. Et puis là, non, elle est vraiment revenue puis la grippe, et donc, avec la grippe au 25e percentile. Après, la grippe, de toute façon, pour tous les bébés, ça peut faire une baisse de prise de poids importante. Mais on a malgré tout, avant la grippe, en fait, quelque chose de compliqué dans la prise de poids pour elle. Et avec des biberons compliqués, comme vous le dites, avec du reflux. Donc, on n'a pas... c'est pas extrêmement alarmant, la situation. C'est pas dramatique. Mais c'est sûr que... et elle pourrait avoir besoin de monter en termes de poids entre le 50e et le 85e percentile au moins pour que la taille puisse au moins stabiliser ou remonter. Donc, il y a bien une problématique de prise, mais vis-à-vis de ce que vous mentionnez dans ces... Super, Laure va devoir... Alors, je suis désolée, elle va peut-être crachoter un petit peu. Ouais. J'ai un sling, si vous voulez. Vous êtes... Ah oui, elle le fait au bras, là. Ah ouais, tout me va, hein. Elle préfère... Ah non, elle aime bien être bercée. C'est plus pour vous. Comme ça plus, en madone. Enfin, vraiment, oui, oui. Elle a une technique... Mais je vais regarder, je vais noter. Même si dans le lit, ça me va. Elle fait la position de sommeil avec la stratégie de sommeil du bébé. J'ai besoin d'avoir quelques infos. Ouais. Et puis après, elle se met à danser. C'est bien. Je vais vous donner le linge, par contre. Elle aime bien avoir un petit truc. Elle n'a Dieu que vous. Et là, pour moi, il y a une grosse suspicion d'APLV. Parce que les symptômes qu'on va avoir... Est-ce qu'elle est malade, d'ailleurs? Est-ce qu'elle a été malade? La grippe, quand même. Ouais. Mais bon, la grippe, ça compte pas. Mais est-ce qu'elle est prise un petit peu au niveau ORL ou pas du tout? Là, je trouvais cette nuit qu'elle était un petit peu encombrée. D'accord. Mais sinon, non. Depuis sa naissance, non, pas d'encombrement? Non. C'est pour ça, en fait. J'avoue que moi, c'est un sujet dont je suis consciente, pour le coup. Et j'avais pas trop de symptômes, en fait. Parmi tout ce qui est décrit
Alors, les symptômes principaux d'une APLV, ça va être des reflux qui vont être douloureux et caillés, et donc soit en reflux en jet juste après le biberon, ce genre de choses, ou reflux classique et liquide juste après, avec un bébé qui va pleurer, qui est inconfortable, avec des reflux caillés pendant tout le temps, un peu n'importe quand, globalement. Ouais. Un bébé qui refuse les biberons et qui se détourne, et où on a une baisse de courbe et d'acceptation finalement du biberon. Des symptômes de diarrhée ou de selles très moulées, constipation, diarrhée, tout ce qui est symptomatique au niveau des selles pas normales ou classiques. Ouais. Ça, c'est vraiment très en lien avec des APLV. Alors, bien sûr, on va avoir tout ce qui est sphère ORL qui peut être fortement impacté, mais quand les bébés, finalement, les bébés qui vont être APLV, mais qui vont quand même beaucoup se nourrir, eux, ils vont avoir les symptômes de manière explosive, donc beaucoup pris au niveau ORL, beaucoup de reflux. Et les bébés qui, finalement, vont plus réagir à leur APLV par « c'est douloureux, je suis pas bien avec ce lait », du coup, j'en veux plus, je refuse de plus en plus de m'alimenter, je m'alimente pas trop. Eux, ils vont avoir des symptômes moins présents, moins forts, un peu moins au niveau de l'encombrement ORL. Le fait que vous fassiez de l'eczéma, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est génétique. Donc, pour moi, il y a quand même suffisamment d'éléments pour aller creuser. Et le fait que là, depuis qu'elle boit plus de lait... C'est pour ça, du coup, elle peut prendre 150 en 1 heure quand même. Eh bien oui, mais là, le fait qu'elle boit plus... Et du coup, les symptômes sont plus forts. Elle a des selles explosives. Ouais. Elle régurgite plus, de ce que je comprends. Ouais, elle régurgite. Elle a quand même tous les symptômes liés à un reflux gastro-œsophagien qui ne va pas bien, pathologique dans le sens douloureux. Et si vous regardez, c'est pour ça que j'ai écrit le livre rouge, vous ne l'avez pas lu. Non. Le deuxième, il porte vraiment sur tout ça. Si vous regardez le schéma de la Haute Autorité de Santé concernant les symptômes avec lesquels moi je suis très très en lien avec tout le travail qu'on fait avec les diètes, en fait, dès lors qu'on a une réaction douloureuse ou inflammatoire d'un reflux gastro-œsophagien, c'est quasi du 100% APLV. Ok. Et donc, il y a certains médecins qui vont se diriger vers de l'inexium pour essayer de soulager l'enfant parce que l'APLV va provoquer une œsophagite, une inflammation générale. Ça peut soulager l'inflammation et la douleur, mais ça ne va pas empêcher ni le bébé de régurgiter et ni d'autres symptômes, à savoir digestifs forts, ou réaction cutanée dans le temps, ou inflammation, grossissement des amygdales, etc. Enfin, tout ça, ça prend des proportions avec l'âge, en fait, au fur et à mesure. Donc, ça cache un peu la douleur du bébé et ça donne du confort. Mais pour moi, la vraie chose à regarder, c'est dès lors qu'on a un doute sur un reflux gastro-œsophagien douloureux avec des symptômes clairs qui ne sont pas que la suspicion de douleur de l'enfant. Et vous, c'est pas que des pleurs de douleur, parce qu'il y a beaucoup de parents qui confondent aussi pleurs de douleur et enfant qui a faim. Mais là, dans votre cas, il y a aussi tous les autres symptômes associés, à savoir régurgitation caillée, peu de lait, courbe qui part en berne, diarrhée, selle explosive. Vous avez un bon combo, là, clairement, plus une antériorité avec le fait que vous fassiez de l'eczéma. Peut-être que vous êtes APLV. Oui, peut-être. Il y a de grandes chances, pour le coup. Mais comment est-ce qu'on explique le fait que, du coup, là, ces derniers jours, elle ait quand même repris beaucoup plus de lait ? Parce que c'est moins douloureux malgré tout et que à la fin, c'est OK. J'ai pratiquement arrêté l'allaitement en plus. C'est ça, donc de toute façon, elle mange, elle a besoin de manger, mais c'est difficile pour elle et ça provoque des douleurs. L'inexium peut en plus cacher quand même l'aspect douleur, mais malgré tout, son état général... moi, je ne suis pas pour... Il y a quand même beaucoup d'effets secondaires à l'inexium aussi. Alors, sur le long terme, donc, oui, complètement. L'inexium, il peut être intéressant quand on a passé un certain stade de douleur avec les bébés. Quand il y a une grosse œsophagite,
l'espace d'un petit temps, mais de la même manière, l'Inexium, c'est un test de 3 semaines. C'est pas plus que ça, c'est test de 3 semaines et après, on évalue au niveau du diagnostic. Alors, j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Là, on fait un test, nous, de 2 semaines. 2 semaines, bon, c'est très bien, c'est encore mieux. 2 semaines, ça marche aussi. Et on réévalue. Elle est bien, votre pédiatre. Ouais, elle est bien. Et ça ne s'applique, l'Inexium, que, même si on va chercher la PLV, que dans le cas d'urgence pour soigner la grosse douleur parce qu'on a un œsophage déjà ultra inflammé. Mais du coup... C'est pas du long cours, quoi. C'est pas du long cours. Il faut aller chercher l'origine, obligatoirement. Et donc là, pour moi, l'origine, elle est vraiment à aller chercher du côté de la PLV pour elle. C'est le plus gros indicateur. Et aujourd'hui, avec un bébé de cet âge-là, il y a pas d'autre explication quasiment que celle-ci, à part même une pathologie, ne donnerait pas les symptômes qu'elle a actuellement, en fait. Du côté des selles. Et le fait qu'elle ait déclenché une petite œsophagite, peut-être, en effet. Donc moi, je suis pas... je suivrai la prescription de votre médecin de toute façon, et puis vous ne devez pas la changer. Moi, je ne suis pas médecin. Vous pouvez lui donner l'Inexium pendant 2 semaines. De toute façon, ça pourra soulager son œsophage s'il y a une œsophagite et permettre qu'elle boive du lait. Mais par contre, là, en urgence, j'aurais tendance à vous dire, il faut partir sur un test d'éviction. Mais dès aujourd'hui. Alors, l'idéal, c'est d'en parler avec votre médecin et de faire ça, et donc peut-être d'avoir un rendez-vous en urgence avec elle pour pouvoir le voir avec elle. Et là, dans ces cas-là, c'est très simple. Il suffit d'acheter du lait de riz en pharmacie. Vous avez dans le livre... Oui, il vaut mieux riz que chèvre. J'ai cru comprendre que chèvre, c'était... À chèvre, c'est exactement la même chose. La PLV, c'est des protéines de lait qui sont dans le lait de vache, en effet, parce qu'on dit APLV, protéines de lait de vache. Mais en fait, les protéines sont quasi similaires. Donc c'est animal, en fait. C'est protéines animales. Oui, sauf maternelle. Mais chèvre, brebis, vache, soja... Le soja aussi. Les 4, c'est quasiment similaire. Les réactions sont les mêmes au niveau de l'allergie. Je l'ai mis sur le lait de chèvre à un moment. Au début du mixte. Et il y avait pas... Mais en fait, je n'étais pas clairvoyante sur ça. Donc, je l'ai mis, on l'a enlevé. Vous allez en discuter avec votre pédiatre. Et pour moi, il faut aller chercher ça. Et c'est le plus tôt possible, vous aurez les changements. Et ça peut modifier ça. Parce que du coup, pour vous... Tout part de là avec le sommeil, les problèmes de... Tous les réveils la nuit, etc. Oui. Tout part de là, et tout part de là dans le fait qu'elle ne puisse pas s'alimenter correctement non plus, en fait. Qu'elle ne puisse pas aller vers des grosses quantités. Apports, Complètement. Alors après, je vais reprendre en détail les choses. On va re-regarder vraiment un petit peu tout. Mais vous avez déjà énormément de connaissances, finalement, à travers les connaissances que vous avez eues à travers Fedodo. Mais j'avoue que j'ai perdu confiance, en fait. Et je me suis sentie démunie. Et donc, du coup, il y a plein... Même, je vois que je ne réagis pas du tout de la même manière avec elle. Je suis plus guidée par la peur, qu'elle ait faim, qu'elle ait mal. Donc, je suis beaucoup plus interventionniste que pour son frère, par exemple. Donc, en fait, j'ose pas mettre en place certaines choses ou la laisser pleurer. Il y a pleurs et pleurs, dans tous les cas. Mais il y a plein de choses où je me fais guider par... Mais c'est normal. C'est normal. Votre instinct, il est bon. On n'est pas sur un bébé qui va bien. Je suis d'accord avec la pédiatre. Il y a un vrai diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Moi, je vois, tout ce que vous m'avez cité, c'est la première chose que j'ai notée sur mon carnet en lisant ne serait-ce que le descriptif quand vous avez dit que vous veniez voir avec les problèmes que vous aviez. C'est la première chose. J'ai dit, là, on est clairement très... Sur la PLV sur le RGO. Ah oui. Sur le RGO. Et derrière... Pour moi, il y avait APLV forcément avec toutes les questions à vous poser pour savoir si ça cochait les cases ou pas. Et vous cochez les cases. Donc, il y a même pas de doute, en fait. Là, si vous regardez... vous l'avez pas, le livre rouge, alors vous pouvez vous procurer si vous voulez. Dans le livre rouge, vous avez, dès les toutes premières pages, donc ça doit être à la page 29... Et si vous avez un QR code
qui vous permet d'accéder à l'arbre qui permet que la Haute Autorité de Santé a mis en place pour vous permettre de déterminer s'il y a un processus d'éviction à mettre en place ou pas. Et là, vous cochez toutes les cases. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne scanne pas. Je ne perds pas mon temps. Voilà. Et par contre, ce sur quoi moi je voulais vous informer, c'est du coup, dans le livre rouge, vous avez toute une partie sur les allergies et les intolérances, justement, sur la PLV. Et à la page 257, il y a tout un tableau vis-à-vis des laits parce que les pédiatres pataugent un petit peu sur ces sujets-là où ils vont vraiment petit à petit et parfois ça peut être bien et parfois d'autres fois non. Moi, dans votre cas, étant donné qu'elle réagissait déjà avec des symptômes, diarrhée, etc., enfin difficultés depuis sa naissance, je dirais, les pédiatres ont tendance à ne pas aller tout de suite vers le lait de riz. C'est normal parce que les bébés ont besoin de protéines et de protéines animales. Et on a tendance à pas tout de suite aller vers le lait de riz et à tester des protéines hydrolysées avec des hydrolysats ou des préparations à base d'acides aminés. Ouais. La problématique, c'est que moi, je suis d'accord qu'on teste ce type de lait avec des bébés qui réagissent en APLV tout de suite avec qui n'étaient pas allaités et qui font des APLV tout de suite avec des laits pédiatriques classiques. Mais vous, elle réagissait en APLV alors qu'elle était allaitée et déjà très peu en contact au final avec les produits laitiers. Et ça veut dire que si vous vous embourbez à tester des laits aux protéines hydrolysées ou des laits à base d'acides aminés, elle peut encore en fait avoir des symptômes sous-jacents et que ça ne solutionne pas vraiment les choses et vous perdez du temps en fait. Donc moi, je vous dirigerais, mais ça, il faut en parler avec votre pédiatre. Ouais, je vais essayer de prendre. Vous en discuterez avec elle. Ouais. Mais si vous voyez qu'elle vous dirige, demandez-lui qu'est-ce que c'est ce lait-là. Elle vous dira soit c'est protéines hydrolysées, soit c'est à base d'acides aminés, soit c'est lait de riz. Et si elle vous propose les deux autres versions, vous pouvez peut-être lui dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt directement vers le lait de riz, puisqu'elle réagissait ne serait-ce qu'avec mon allaitement. Après, le cursus, vous pouvez le faire aussi. Hein. Moi, j'aurais tendance à aller directement vers le lait de riz pour l'éviction et au moins, vous avez un diagnostic assez rapide de fait. Et l'amélioration derrière, pour le coup, tant sur la prise de quantité que l'amélioration des douleurs liées au RGO, c'est un truc qui... C'est très rapide. C'est très, très, très rapide. En une semaine, en quelques jours, elle dort ? Ah oui, depuis longtemps. Les améliorations, vous allez les avoir pour certains bébés qui réagissent très, très fort. On peut les avoir en 2 jours, 1 ou 2 jours. C'est-à-dire qu'on a un bébé qui, d'habitude, peut avoir des moments où il est très grognon, il pleure beaucoup. On a un bébé qui pleure plus, qui se met à dormir plus facilement, à s'endormir plus facilement aussi, à prendre ses biberons tout devient sans facile, plus aucun problème, à ne plus du tout régurgiter, etc. Pour d'autres bébés où c'est plus diffus, il faut parfois 1 semaine. Mais déjà, dans la semaine, vous voyez les améliorations. 1 semaine à l'échelle de la douleur de son bébé, ça rapide, change quoi. tout. Et c'est pour ça que, vous n'avez pas à attendre 15 000 ans, hein, clairement. Et l'éviction, par contre, il y a un vrai process. Si vous faites une éviction, vous comptez allaiter encore ou non, là, c'est terminé. Non. Là, je le fais vraiment la nuit par... confort à la fin d'un bib quand je me dis elle a l'air d'être douloureuse, mais vraiment il y a plus rien. Enfin, je pense que je pourrais arrêter aujourd'hui, il n'y aurait plus rien. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'éviction dans ces cas-là. Si elle est plus que au lait, le process c'est une éviction pendant 3 semaines. Là, absolument complète. Mais comme elle est toute petite, c'est facile, hein, c'est juste le lait vis-à-vis de la diversification. Et ensuite, il faut absolument faire une réintroduction. Il n'y a que comme ça qu'on valide une APLV. C'est-à-dire que vous faites une éviction absolument complète pendant 3 semaines. Et c'est dur à faire. Hein. Il y a plein de parents qui se disent « Ah mais non, ça va tellement mieux, je ne veux pas le faire ». Il faut le faire pour vraiment valider. Il faut cocher la case, quoi. Il faut cocher la... Donc, on remet du lait de vache, tout simplement. Voilà, c'est ça. Vous faites 1-2 journées, parfois 1 semaine, mais très rapidement, vous le voyez. Hein. De toute façon, en 1 ou 2 journées, vous voyez votre bébé qui se retransforme, qui revomit, etc. Et donc là, dans ces cas-là, le diagnostic, il est posé. Et là, par contre, il faut un suivi. Parce que c'est pas anodin d'avoir un bébé au lait de riz et en APLV. Et c'est pas immuable. C'est ça qui est génial. C'est que là, vous faites un suivi avec un allergologue.
il va pas vous faire de prise de sang, ou s'il en fait, c'est qu'il n'est pas très bien formé, parce que c'est non IgE médié à ce stade-là, à cet âge-là. Donc, dans le sang, ça se voit pas. Oui, ça se j'avais verra vu pas. qu'il y avait 2 cas, ouais. Non, là, très clairement, ça se verra pas. Okay. Par contre, il va vous faire un process d'éviction avec de la désensibilisation pour pouvoir qu'elle ne reste pas allergique aux produits laitiers de vache toute sa vie et que ça ne se transforme pas même en vraie allergie. Donc là, vous allez rentrer dans un processus où vous aurez tout un temps d'éviction complète et avec de la micro-réintroduction pour elle, pour de la désensibilisation, et que petit à petit, du coup, on ait un bébé normal qui peut se remettre à consommer des produits laitiers sans que ce soit problématique. Sachant que là, elle va arriver dans la phase en plus de contact avec les allergènes. Sachez que quand il y a un terrain allergique en plus déjà, il peut y avoir d'autres allergènes qui peuvent arriver, notamment les amandes, etc. Donc si dès maintenant, vous avez un suivi avec un allergologue, ce sera de toute façon bien et intéressant. Et quoi qu'il en soit, moi, je vous dirigerai quand même aussi... quand on a un bébé APLV, c'est quand même bien d'aller faire vérifier toute la sphère ORL avec un ORL pour aller vérifier les amygdales si elles n'ont pas déjà un peu gonflé. Pour certains bébés, ça peut être le cas et ça peut faire que l'œsophage, en fait, il y a moins de passage et ça peut poser problème au moment de la diversification et ça peut faire que les textures, etc., quand c'est pas liquide... partir en trouble de l'oralité. C'est ça, exactement. Donc, on fait vérifier au moins toute la sphère ORL par un bon ORL pédiatrique. Et dans votre cas aussi, il y a cette histoire de prise du bib, bib avec la prise d'air. Il faut quand même aller le régler. Donc, soit vous réussissez en testant plein de différentes choses, et si vous voyez que ça persiste, là, pour moi, il faut venir faire regarder aussi sa succion, quand même, pour vérifier. Parce que le fait qu'elle n'ait pas réussi à mettre en route avec sa succion l'allaitement, et que ça a été très épuisant pour vous et pour elle. Parce que du coup, je pensais que mon allaitement se passait super bien, alors qu'en fait, elle n'avait pas assez d'apport. Donc Non, clairement, elle n'y arrivait pas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans sa succion qui pose problème. Mais c'est pas ce qui provoquerait les symptômes qu'elle a actuellement. Ça pourrait provoquer le fait que peut-être elle avale un peu d'air, mais ça provoquerait pas des reflux comme elle a, les diarrhées, etc. C'est pas ça. Ou le sommeil, parce que je pense que mon fils, il avait à peu près ça. Il avait un petit reflux qui était peut-être un peu d'un défaut de succion, mais peut-être une APLV aussi, mais moins forte. Ouais, parce que lui, pour le coup, sommeil, dès 2 mois et demi, il était un réveil par nuit, il faisait des siestes, il était vraiment... Il y a les niveaux d'APLV, surtout chez les petits bébés, l'intolérance, c'est pour ça qu'on dit beaucoup intolérance, parce que c'est pas une réaction allergique comme une allergie où on va faire un œdème et on va mourir, c'est vraiment des symptômes un peu d'intolérance. Et le degré d'intolérance et de réaction du corps et d'inflammation du corps, il peut être hyper différent suivant les personnes. Et tout aussi bien, lui, il l'était un petit peu, mais d'ailleurs, ça a pu passer sur les premières années de vie, et ça a peut-être un petit peu posé problème à certains endroits, mais différents d'elle. Et les symptômes peuvent être très, très différents, et en plus différents avec l'âge aussi. Donc c'est très... Ça dépend de chacun. C'est pour ça que c'est si difficile. Aujourd'hui, quand même, c'est quand même très bien connu. La Haute Autorité de Santé est hyper au fait sur ces sujets. Je comprends pas trop pourquoi la pédiatre, ils vont pas quand même tout de suite dessus, quoi. Parce que moi, elle m'a posé beaucoup de questions quand même dessus. Mais comme je coche pas les cases type eczéma, etc. Mais c'est pas forcément toutes les cases. Et d'ailleurs, c'est très bien noté dans l'arbre. Et nous, on le voit au quotidien avec les familles qu'on accompagne. Et ce qui est génial, c'est que on a le suivi, nous, des résultats derrière, de savoir si c'était vraiment une APLV ou pas. Et c'est du 100% à chaque fois. Et c'est pas parce que l'enfant n'a pas d'otite ou n'a pas d'eczéma que pour autant, c'est pas une APLV. Parce qu'il y a des degrés différents, en fait. Et dans votre cas... en passant à que du lait comme ça, chose qu'elle n'était pas encore tout à fait, que du lait de vache, là, à mon avis, dans 1 mois ou 2, vous auriez un bébé constamment malade, pris du nez, etc. Et vous auriez mis ça sur le compte de la crèche. Alors, elle va dans la crèche dans longtemps, parce que je la garde longtemps, elle y va à 6 mois et demi. Donc, j'aurais peut-être... Mais son frère qui ramène tout de la crèche, oui, par contre. Donc, j'aurais peut-être mis ça là-dessus. Oui, complètement.
Du coup, au niveau des difficultés, alors finalement, en difficulté de sommeil, pour moi, vous avez quand même mis en place plein de choses. Elle s'endort toute seule. Ouais, Le soir, elle s'endort toute seule pour les siestes, mais il y a beaucoup de pleurs. Les siestes, j'y retourne beaucoup. Ouais. Elle a une tétine ? Pas du tout. Non. Je voulais. Elle n'a pas du tout voulu. Et donc, du coup, passé 2 mois, je me suis dit, t'en auras pas. Si t'en veux pas, on ne forcera pas du tout. Pour moi, je dirais, on se reparle dans 3 semaines ou dans 2 semaines et on voit. Parce que là, les problèmes de pleurs aux siestes et de retour X fois, ils peuvent être vraiment très simplement dus au fait du manque d'apport calorique en journée et de ses douleurs, etc., de son reflux, de son APLV. Donc, tout peut tellement changer dans l'état général du bébé en seulement 1 semaine que même moi, au vu de tout ce que vous avez en fait déjà mis en place, c'est-à-dire qu'elle dort quand même dans un lit, elle a une stratégie de sommeil autonome. J'ai une question par rapport à ça, parce que du coup, elle est en sommeil, enfin, elle s'endort de manière autonome, mais aujourd'hui, elle est quand même dans une espèce, moi j'appelle ça l'œuf, une espèce de petit cocon qui apporte de la contenance. Oui. C'est le Cocoona Baby ou non, c'est autre chose ? Non. Vous avez une photo ? Oui, j'ai une photo. Et du vous coup, pouvez l'envoyer sur le groupe ? Je vais devoir l'enlever et je ne sais pas quand et comment l'enlever, ça me fait un peu peur. Donc, c'est une photo de cette nuit, tiens, que ma caméra a faite toute seule. Mais on voit bien le truc. Et ça, je ne sais pas comment l'enlever. Elle commence à être grande. Oui, complètement. Oui, ce genre de choses, ça peut être utilisé entre 0 et 3 mois. On a un produit, une Glésina, qu'on recommande, d'ailleurs, qui m'a l'air plus sécuritaire que celui-ci. Celui-ci, il est pas mal parce que justement, le fond, c'est le matelas. Enfin, Ah oui. Elle peut pas s'étouffer du tout dedans, quoi. Hein. Mais les bords ont l'air pas... Ils ont l'air moelleux, non ? Ah oui, c'est moelleux. Ouais. Oui. Ça, c'est en ça que c'est risqué. Ok. Bon, il s'est rien passé, tout va bien. Ouais. Mais quand pour ce type de matériel qui entoure, il vaut mieux des mousses bien rigides, voilà, pour éviter les risques de fouissement, justement. Et ça, j'ai envie de l'enlever parce que de toute façon, il y a un moment, elle commence à être grande pour ça. Oui. Et j'ai peur de l'enlever, clairement. J'ai pas envie de perturber l'endormissement autonome qu'elle a mis en place. Alors là, il est temps en effet de pouvoir l'enlever, quoique ça veut dire que là, elle basculerait directement sur le lit à barreaux, qui est un petit peu grand. Donc moi, j'irais réduire un peu le lit à barreaux avec des réducteurs, mais moins proches d'elle, en fait. D'accord. Vous pouvez, soit avec des tresses de tour de lit, des choses quand même relativement rigides pour qu'il n'y ait pas de risque de fouissement. Et parce qu'à cet âge-là, l'idéal, c'est encore plutôt d'être dans des formats un petit peu cododo. Vous n'avez pas un cododo ? Si, j'avais, ouais. Mais il est petit, mon cododo. Il est tout petit ? Ouais, il est petit. Et puis, c'est un cododo vraiment qu'on attache au matelas. Donc, dans sa chambre, elle ne pourrait pas... Ah oui, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé d'un côté, ouais. Il ne se ferme pas, non. C'est vrai que jusqu'à ce que l'enfant fasse des démarches de retournement, l'idéal, c'est d'avoir des formats de cododo, mais quand même relativement grands. Et là, dans le grand lit à barreaux, je suis d'accord dans le fait qu'elle pourrait être perdue. Et encore, honnêtement, la première des choses, c'est de tester. Ouais. Tester sur un soir, du coup, plutôt qu'une sieste ? Oui, sur un soir. Ouais, complètement. Sur un soir, de tester, sachant qu'elle a l'habitude d'avoir un truc bien au-dessus de la tête, là, hein, c'est ça, où elle colle sa tête. Ouais. Donc, tester, mais avec une tresse de tour de lit et en la collant, la mettez pas au milieu du lit, mettez-la dans un angle, dans un angle. Comme ça, elle a au moins un côté qui est maintenu, le haut de la tête et un bras, et ça, c'est plus sécurisant pour elle dans un premier temps. Et puis quand elle pourra se mouvoir, elle pourra aller se diriger où elle veut dans le lit. Et on est d'accord qu'une fois que je l'ai enlevé, surtout que je le remets pas. Non. Non, ne le remettez pas. Ouais. Et par contre, vous démarrez sur un soir, vous lui donnez des conditions où elle a au moins la moitié du corps, finalement, les mêmes conditions qu'actuellement. Et il n'y a pas de raison, même si c'est un petit peu plus dur ce soir-là, vous y retournez comme vous faites habituellement et elle va pouvoir s'endormir. C'est des évolutions qui sont quand même... qui se font très bien. C'est sûr que si elle était au milieu du grand lit à barreaux sans rien, bon, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Et encore, ça se fait aussi. Mais là, vous la mettez bien dans un coin. Elle a quelque chose surtout sur le haut de la tête et le côté. Et ça va faire. Ok. Ça va aller très bien.
Donc là, moi, j'ai pas envie de vous donner plus de conseils que ça pour les difficultés de sieste. Pour les 4-5 réveils la nuit, où elle se réveille de multiples fois et où elle boit très peu, est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous faites ? Alors, quand même, une nuit classique, je note tout, mais oui, je une veux nuit bien. classique... Donnez-moi une nuit classique, ça m'intéresse. Alors, une bonne nuit... j'ai Ou plein de questions. hier même. Hier, c'était une nuit pas terrible. Une nuit pas terrible aussi, quand même. Alors, cette nuit, elle a fini dans mon lit, carrément, tellement la sentais douloureuse et pas normale. Ouais. Mais donc, la nuit d'avant, donc de mardi à mercredi, donc elle s'est... Ça, c'est une question que j'ai aussi. En fait, elle a une petite capacité de temps d'éveil, je trouve, pour son âge. C'est combien ? 1 heure max. Donc, parfois, vraiment, au bout de 45 minutes, je fais le rituel de coucher de sieste, on redonne à manger, etc. Ouais. C'est arrivé 2 fois que ce que je pensais être une dernière sieste... Ce soit le début de la nuit ? Oui, mais tôt, genre 17h40, 18h. Parce qu'elle est crevée ? Oui, alors pourtant, elle avait bien dormi, elle se lève tard le matin. Enfin, si je redonne à manger vers 6h30, elle peut se lever à 8h30. Donc, par exemple, vendredi, elle s'est réveillée à 8h30. Mais elle fait que des petites siestes de 30 minutes, par contre. Non ? Elle peut faire des grosses siestes ? Beaucoup, mais je pense que j'ai au moins une sieste par jour d'1h15, 1h30. Elle en fait une par jour, je pense. Ouais, ça fait pas beaucoup pour un bébé de cet âge-là. Non, elle n'est pas à 5-6 heures de sommeil. Oui, c'est ça. Jour. Donc, en fait, elle vient le chercher la nuit. Okay. C'est pour ça. À l'heure actuelle, comme c'est difficile de dormir la journée pour elle, elle va chercher le sommeil la nuit. Donc, je cherche pas à réveiller si je vois qu'elle est partie. Elle est partie, quoi. Ouais. Oui, complètement. Okay. Vraiment, vous la laissez faire. Et là, c'est partie prenante du fait que ces journées sont difficiles. Elle est douloureuse, elle n'est pas bien, etc. Donc, ça va de pair et ça aussi, ça va pouvoir se solutionner. Ok. Alors, une bonne nuit. Dimanche, elle s'est réveillée 3 fois. Donc, elle s'est endormie à 19h. Coucher vraiment endormie rapidement, parce que généralement, les couchers du soir sont assez... les endormissements du soir sont assez rapides. Ok. Elle s'est réveillée... Là, elle m'a fait des horaires classiques, en fait. Elle s'est réveillée sur le coup des 23h, 23h30. Elle a beaucoup bu. Cette nuit-là, elle a bu 100 ml à ce réveil, ce qui est beaucoup pour elle. Ouais. Deuxième réveil, comme d'hab, entre 2h30 et 3h30. Donc là, c'était 2h45. Là, elle a bu que 40. 5h30. Donc ça, c'est vraiment les 3 réveils classiques que j'ai beaucoup. Qui sont eux, pour le coup, et c'est bien qu'on en parle, des réveils qui sont OK et classiques à cet âge, je dirais. J'ai vu que vous disiez ces horaires, enfin ces plages horaires, c'est de la nutrition, quoi. Oui, c'est ça. Mais par contre, pas 40 millilitres. C'est ça le problème. C'est que moi, à 5h30, elle a pris combien ? J'ai pas noté. J'étais dans le coltard. Du coup, j'ai pas noté. Mais généralement, à 5h30, elle prend pas grand-chose. Oui. Pour moi, elle est sur les réveils nutritifs classiques des bébés de 3 mois avec des estomacs de bébé allaité, mais pas pour prendre 40 millilitres. Donc là, quand je vous disais, hier, c'était une nuit vraiment pourrie. Hier, elle s'est endormie tard. Je l'ai réveillée tard d'une sieste. En fait, j'ai un peu forcé un réveil sur une transition de cycle. Mon fils hurlait, donc je me suis dit, vas-y, hurle à côté de sa chambre. On verra si ça la réveille. Bonne mère. Donc, elle s'est endormie beaucoup plus tard. Normalement, vraiment, son coucher du soir, il est vraiment entre 18h30 et 19h. Ok. Là, donc, elle s'est couchée à 19h30, on va dire. Elle s'est réveillée à 23h30. Elle a bu 60. Elle s'est réveillée à 2h45. Elle a bu 50. Et après, elle s'est réveillée à 5h. Elle a bu 10 ml. Et direct, dodo, direct. Et après, elle s'est réveillée à tous les cycles. C'est-à-dire qu'elle a fait 5h, 5h45, 6h30. Et à tous ces réveils, je lui ai donné à manger à chaque fois. Elle m'a bu 10 ou 5 ml. Et dodo direct, au biberon. Okay. Elle cherche à se soulager, mais ça la soulage pas. On pourrait penser à une stratégie de sommeil liée à la succion, on est d'accord. Et à la nutrition. Moi, du coup, j'ai une grosse question sur... En fait, j'ai l'impression de passer tellement ma vie à la nourrir que j'ai l'impression que pour elle, s'endormir, c'est avoir bu quelque chose. Oui, je comprends. Je vais vous aider, on va restructurer éventuellement ça.
Mais si et seulement si, on fait aussi une éviction APLV en même temps. Parce que pour moi, c'est les deux qui sont liés. C'est-à-dire qu'elle n'a pas développé ça par hasard, elle l'a développé par nécessité. Mais les deux peuvent être liés, oui, complètement. Et l'autre nuit, elle s'est réveillée à 5h30 et ensuite, elle se réveille à quelle heure le matin quand elle s'était couchée à 19h et que c'était une bonne nuit? Une bonne nuit. Vendredi, c'est une bonne nuit. Elle s'est réveillée que 2 fois. Vendredi, elle s'était endormie à 18h, donc dernière sieste. Elle s'est endormie à 18h. Elle s'est réveillée qu'à 23h50, elle a bu 105. Elle s'est réveillée à 4h45, elle a bu 70. Et après, elle s'est réveillée à 7h30. Ok. Donc son réveil le matin, c'est plutôt 7h30. Généralement, même, elle peut aller jusqu'à 8h30. Si au réveil de 5h et des brouettes, elle a bien bu, elle peut aller à 7h30, 8h facilement, ouais. Ok. Là, pour moi, elle aurait besoin d'aller vers, on avait dit, 750 millilitres. 750 divisé par 100 millilitres. C'est pas compliqué, Caroline. C'est 7,5. Je vais éviter de prendre ma calculatrice. 750, ok. Divisé par 100 millilitres, on a dit 7,5. Donc ça fait... Si elle prend des biberons de 100 millilitres à chaque fois, ce qui serait quand même ce vers quoi ce serait bien qu'elle aille. Je pense qu'elle en est capable. Et ce qu'on pourrait essayer de mettre en place avec une éviction, il lui faudrait entre 7 et 8 prises par jour. 7 et 8 prises par jour qui s'articulent sur un petit bébé comme ça de 3 mois. Ça peut faire un premier bib le matin au réveil à 7 heures. Derrière, un temps d'éveil seulement d'1 heure avant la première sieste, c'est pas choquant à 3 mois. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, à quel âge on commence à fixer l'heure de la première sieste ou du coucher du soir? Alors, vous le faites en fonction du temps d'éveil. Vous la fixez pas, faites vraiment en fonction du temps. Je me souviens qu'il y a un âge où on ne propose pas la sieste avant un horaire particulier. Ça va être plus pour les bébés qui vont faire des réveils un peu matinaux. Parce que c'était un conseil, en fait, pour mon fils, d'une consultation. Elle m'avait dit, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure à laquelle il se réveille, ne proposez pas la sieste avant 8h45, 9h, heure à laquelle il fait ses siestes à la crèche et tout. Donc, c'est en cas de décalage horaire et de réveil trop matinaux. Okay. Mais là, dans son cas, ça ne la concerne pas, donc vous pouvez vous fier vraiment au... Ouais, je fais que des temps d'éveil pour elle. C'est ça. Très bien. Donc là, pour le coup, si elle se réveille à 7h, on va mettre vers 8h, on fait la première sieste. Donc là, moi, je vous conseillerais de proposer un premier bib à 7h et de ne pas chercher à en proposer d'autres durant le temps d'éveil d'1 heure. Okay. Pour éviter, par contre, qu'elle soit sans cesse, en effet, soumise à une proposition d'alimentation et qu'on restructure vraiment les temps sans mettre des espacements de 4 heures. Quelle que soit la quantité qu'elle prend sur son bib, je ne repropose pas. Oui, complètement. Parce qu'on va reproposer rapidement, en fait. Relativement rapidement, on va pouvoir faire une reproposition au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Mais pour pas être... bien sûr qu'on est d'accord, on propose à satiété, à la demande. Mais elle, c'est un petit cas... Voilà, elle a un cas spécifique. Elle a une problématique très certainement d'APLV qui fait qu'il y a tout qui s'en mêle. Donc là, moi, j'aurais tendance à vous dire pendant quelques temps et avec l'éviction, remettre un petit cadre. Donc plutôt mettre le premier bib donc, du matin. Ça me permet de noter. Oui, complètement. À 7 heures. Ensuite, 8 heures, on va proposer la première sieste. Ensuite, 7, 8, 9. Donc vers 9h, 9h30, donc au réveil finalement de sa première sieste. Même si elle se réveille avant, du coup... Là, du coup, elle fait quoi? Un cycle et demi? Ça dépend, ouais. En fait, elle est capable de dormir 30 minutes comme 1h30. Donc, Oui, c'est ça. Mettez une distance à minima 2 heures. Vous dites à minima 2 heures d'espacement entre les biberons dans le début de journée. Je ne vous parle pas de la fin de journée, mais dans le début de journée, on met à minima 2 heures d'espacement. Et si elle fait un cycle d'1h30, ça fera 2h30 d'espacement, qui est très bien. Et globalement, à cet âge-là, c'est entre 2 heures et 3 heures. C'est des espacements assez classiques, sauf en fin de journée où on peut avoir 2 bibs très rapprochés, éventuellement. Pour le coup, j'envoie des bébés RGO qui n'ont... Ça va aller mieux bientôt.
Et les vrais reflux comme ça, c'est du 100% APLV. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Bah oui, je comprends. Je comprends. Même moi. Non, mais c'est aussi beaucoup de culpabilité en fait. Oui, bien sûr. Mais ça va aller mieux bientôt. Mais c'est fou de pas avoir des professionnels de santé qui sont capables de te dire on arrête en fait, on va sur les protéines de laiderie direct. Je suis d'accord. Vous avez une fille RGO, non? Oui, moi c'était un faux RGO, elle n'était pas suffisamment alimentée. Mais sauf que personne s'en est rendu compte pendant 3 ans. Putain, mais c'est pas possible, tu te dis, mais les mecs. Donc la culpabilité, elle est forte aussi. Ouais, Un bébé qui hurle de faim, mais personne ne nous dit que c'est ça. C'est fou. Et elle a eu de l'innexium aussi pour rien. Là, dans son cas, l'innexium, pour moi, il n'est pas pour rien. Et elle a... Bah, en fait, le temps de l'éviction, en fait, c'est l'innexium, finalement, ça va la soulager le temps de... Oui, c'est ça. Et puis, vous pourrez l'arrêter très vite. Quand de manière dégressive, par contre, j'ai cru comprendre que oui, c'est avec le médecin, de toute façon. Ouais. Ok. Ouais. Ça va, mon dindon? Laure, je sais pas combien vous coûtez, mais ça m'intéresse. On ne me pique pas Laure. Bon, en tout cas... Donc, Laure, elle pourrait donner envie à toutes les mamans de faire des bébés si on la prend chez nous c'est clair. nuit et jour. C'est clair. Donc, elle est incroyable. Donc oui, je vous suis. On revient à nos moutons. 9h30, du coup, le deuxième biberon. Ouais. La deuxième sieste, donc 8h. Donc là, je fais en fonction du temps d'éveil. Ouais, vous faites en fonction du temps d'éveil, donc 1h30 plus tard, idéalement. Et si je vois que vraiment au bout de 40 minutes, elle sature, là, il faut essayer de tirer un peu. Ouais, vous tirez un peu, sinon ça alimente les siestes courtes, en fait. Ok. Donc là, vous tirez un peu, mais l'APLV, ça fatigue beaucoup les enfants parce que ça peut provoquer aussi des apnées du sommeil. Donc elle ronfle pas, j'ai pas l'impression, elle dort pas la bouche ouverte. Non. Je vous ai posé ces questions-là. Non, vous m'avez pas demandé, mais elle ronfle pas. Mais l'APLV, les reflux, les douleurs, ça fatigue en fait. Ouais, j'imagine. Et quand on dort, on a pas mal. Donc et le sommeil est pas bien réparateur, pas bien profond. Donc c'est normal. On a beaucoup de bébés qui en fait, dans ces cas-là, ont du mal à prolonger les temps d'éveil, mais ça aussi, ça va aller mieux. On est d'accord que quand vous me dites 1h30, en fait, avec le petit rituel du coucher, etc., 1h15, je commence le coucher. Oui. Et donc, du coup, en fait, quand même, l'alimentation, là, je la décorrèle des couchers. Je l'éloigne des couchers. Le but du jeu, c'est de donner les biberons. Plutôt au moment du réveil, au plus proche du réveil, c'est ça. Mais avec quand même un espacement minimum de 2 heures. Ok. En gros, vous faites un biberon par temps d'éveil. Ok. Avec un minima de 2 heures d'espacement vis-à-vis du dernier biberon. Ok. Et au plus proche du réveil. Ok. Quelle que soit la quantité qu'elle prend, de toute façon. Quelle que soit la quantité qu'elle prend. Et par contre, on va arrêter de faire 2 biberons par temps d'éveil. Bah, des fois, j'en faisais 3, quoi. Quand elle prenait rien, j'étais tellement stressée que je comprends. Mais je comprends. Okay. Avec la grippe, etc. Et c'est... Bichette. Et du coup, en éloignant du coucher. Okay. Et du coup, là, si vous faites ça, 7, 8, 9 et demi, 9 et demi, 10, 11... donc 11h30 midi, ça nous fait environ dans ces eaux-là un 3e bib. 11h30 midi, par là. Midi 13, 14, 14h30, on a un 4e bib. C'est approximatif, on est d'accord. Bien sûr. Et suivant les jours se suivent. Mais pour moi, c'est calculer le nombre de bibs qu'il y aura à minima, grosso modo, en journée, pour savoir combien il y en aura aussi la nuit. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, parfois, quand j'ai des réveils à 6h30, c'est un lever du jour. C'est pas on nourrit pour prolonger la nuit. Si, vous pouvez. Je peux prolonger parce qu'en fait, elle repart quand même assez bien quand je fais ça. Vous la suivez. Okay. Si, complètement. Okay. Ça marche. Complètement. Si elle a envie de faire des longues nuits, aucun problème. Ça marche. 14h30, 15h30, 16h30, 10, donc vers 17h, bib 5.
17, 18, 19. Bah ouais. Et du coup, 19h, bib 6. Globalement, à cet âge-là, il y a souvent 6 biberons sur les 12 heures de la journée. Et si elle est partie sur une dernière... En fait, vous voulez me dire qu'avec le bon lait, elle va arrêter de partir pour la nuit à la dernière sieste, quoi. Ça dépend. Ok. Suivant ce qu'elle fait. Mais de toute façon, vous suivez ça en termes d'espacement. Et puis, quand elle se réveille, vous donnez un biberon. De toute façon. Ouais, c'est ça en fait. Elle se réveille, je donne. Sauf si ça fait vraiment trop peu de temps parce que Oui. une sieste courte. D'une demi-heure, Ouais. vous attendez que ça fasse au moins 2 heures. Ouais. Et je me souviens effectivement de ce que vous dites. Dernière sieste, on propose un petit biberon à l'éveil et après un dernier pour la route avant le coucher du soir. C'est quoi. ça, exactement. Et ensuite, la nuit, chaque fois qu'elle se réveille, vous proposez un biberon. Et là, du coup, vous devriez tourner aux alentours de 7-8 biberons avec, alors peut-être 9 certaines fois si elle fait 3 réveils dans la nuit. Même si, je me permets, je suis désolée, j'arrête pas de vous... Bien sûr. Là, je propose à manger la nuit, même si elle se réveille au bout d'une heure, 1h30 après la dernière prise. Non, par contre, la nuit, vous espacez de 2 heures aussi. Ok. Ouais. Ça marche. Et si elle se réveille, testez dans ces cas-là plutôt de lui donner une tétine. Elle accepte les tétines ou pas? Non. Bah, jusqu'à présent, elle n'en a pas accepté. Et en fait, moi, mon fils, j'ai enlevé la tétine à 3 mois et demi. Mais suivant vos conseils, et ça s'est super bien passé. En 2-3 jours, c'était réglé. Et pour lui, c'était très bien. Mais pour elle, là, de toute façon, ces multiples réveils qu'elle fait là, c'est douloureux, en fait. Donc ça va passer aussi. Mais si vous voyez que l'espace d'un temps, pour 2-3 nuits, le temps de mettre en place les choses, parce qu'elle fait des réveils en fin de nuit hyper rapprochés, ça l'aide un petit peu de succion de tétine. Allez-y. Plutôt que de lui donner 10 millilitres de lait, vous donnez plutôt un petit peu de tétine à ces moments-là. Et on restructure quand même le lait sur 9 biberons et qu'elle aille vraiment sur... quand je bois un biberon, j'ai quand même un peu faim et je bois au moins mes 100 millilitres. C'est une vraie prise, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et globalement, parce que les choses vont évoluer quand même relativement rapidement, elle a 3 mois. À 4 mois, les temps d'éveil, ils se dirigent vers 2 heures. Ouais, moi je me souviens qu'il y a un gros gap entre 3 mois et demi et 4 mois. On sent que c'est un bébé différent. Ouais, qui change. Et puis, l'idée, c'est qu'elle aille vers des prises alimentaires vraiment plus grosses aussi, de toute façon. Ouais. Parce que là, on a misé sur 750 millilitres. C'est ça. Elle est censée reprendre du poids plus rapidement que prévu, donc il va falloir qu'elle prenne des bibes de 150 et qu'elle augmente tranquillement tout ça. Mais bon, ça se suit. Moi, je pense que ce serait bien qu'on fasse un point dans 3 semaines, de toute façon. Oui, 2-3 semaines pour voir comment ça évolue. Si vous sentez que vous avez besoin avant, vous me faites un message et on cale un rendez-vous. Mais déjà, moi, de toute façon, on change pas au niveau du sommeil, on change rien, mis à part cette tétine. On restructure quand même les biberons, un seul par temps d'éveil, et espacé de 2 heures du dernier, sauf pour la fin de journée. Ça marche. Et pour la nuit aussi. Et on va tester ces protéines de lait de vache pour la soulager. Ok. Et on enlève ce petit œuf. Et on enlève ce petit œuf avec une tresse de tour de lit. Ça marche. Je regarde juste mes dernières questions parce que je sais qu'on va rendre. Ouais, et du coup, à chaque fois qu'elle pleure... C'est vrai que sur mon côté interventionniste, du coup, j'avais quand même l'impression de rentrer beaucoup, en fait. Oui, mais c'est parce que vous faites bien. C'est comme si vous aviez un bébé constamment malade, en fait. Les principes de sommeil que moi je vous propose de pas trop intervenir, etc., ils sont sur un bébé qui va bien. Là, heureusement que vous vous êtes écouté d'instinct. Elle a mal, on est d'accord. Mais du coup, moi j'ai tendance aujourd'hui, mon automatisme, c'est de reproposer à manger. Ouais, mais là par contre, on arrête. Oui, c'est ça. Donc là, c'est câlin ou chute. Enfin, voilà, on essaie d'aller sur des stratégies différentes. Et voire même une tétine si vous voulez, on s'en débarrassera très rapidement. Je sais que ce sera pas un problème pour elle, c'est pas ça le problème pour elle. Ouais, ok. Mais par contre... oui, on va pas... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bébés RGO où on peut tomber là-dedans, dans le fait de redonner à chaque fois un petit biberon. Mais non, là, moi, c'est pas une question de digestion. C'est juste pour qu'elle ait vraiment faim, qu'elle nous reprenne des beaux biberons, qu'elle se remette en route. La pédiatre aussi, c'était une question de digestion, mais de créer une vraie satiété. Oui. Pour une vraie prise. Oui. C'était ça l'idée aussi quand même. Je suis d'accord avec elle. Dans son cas à elle, et de plutôt aller vers éventuellement une tétine, prise dans les bras.
Ça va aller, ma chérie, et ça va aller. D'ici quelques jours, ça va aller. Ah bah, je ne demande rien de mieux, hein, ça Ouais. c'est sûr. Non, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est dommage que alors votre pédiatre, elle est déjà, je trouve, bien avancée vis-à-vis de ce qu'on voit beaucoup. Mais l'APLV, même si aujourd'hui c'est super clair du côté des grandes instances, les pédiatres sont pas toujours hyper bien formés, même les gastropédiatres. Il va falloir encore quelques années, peut-être 1, 2 ou 3 ans, je pense. Mais... Je pense qu'il part du principe que le RGO, de toute façon, ça passe. Et que du coup, en fait... Et qu'ils vont pas chercher la cause. Ouais. Ils vont aller du côté du médicament immédiatement. C'est un peu le discours, hein, c'est elle va pas mal, parce qu'elle casse pas sa courbe de poids. Mais moi, je suis toujours, mais elle va pas bien. Elle casse pas sa courbe, mais elle est quand même... elle la descend bien et elle a un potentiel génétique, pour moi, où on ne l'attend pas au 50e percentile. On l'attend plus haut. Donc, ouais. Bah oui, elle régurgite pas mal, Bichette. Oui. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas. Ah non, mais c'est ma vie. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez encore des questions, Cyrielle ? Ben, j'en ai plein, mais en fait, je pense qu'il faut que ça... Si vous sentez que vous avez besoin qu'on parte sur un service, vous savez, d'accompagnement WhatsApp, c'est possible. On en reparle après. Je vous proposerai ça, je vous enverrai un devis, c'est possible aussi. Si vous sentez que vous avez besoin que je vous soutienne au quotidien, c'est des possibilités. Moi, je pense qu'avec le lait adéquat et l'éviction, ça va aller très vite bien. Mais il faut penser à vous aussi. Ouais, non, mais franchement, je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis un moment. Donc Et c'est normal, c'est traumatisant. D'avoir un bébé avec un reflux gastro-œsophagien, que ce soit un vrai reflux ou un faux reflux, c'est extrêmement traumatisant. 3 mois comme ça, c'est déjà très long en fait. Bah, ouais, pauvre Bichette, ouais, c'est clair. Et pour vous ? Oui, c'est épuisant. C'est stressant, pour vous, moi, je parle de vous. C'est stressant, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est normal. Bah, ça crée du stress et du coup des réveils, etc. Mais l'hypervigilance. Ouais, complètement. Ça, c'est normal. Ouais. Comment vous vous sentez là à la fin de cette consultation ? Bah, je me sens guidée, donc j'ai envie de mettre en place, mais un peu énervée aussi quand même. Hein. Pas contre vous, mais je suis quand même. C'est quand même dommage de perdre autant de temps sur l'accompagnement d'un bébé quand la clé semble hyper claire quand on regarde les bons indicateurs, quoi. Ouais. Donc non, j'ai très envie d'appeler à 8h ma pédiatre demain pour avoir un rendez-vous d'urgence avant d'attendre jeudi prochain. Ça fait une semaine de perdu en fait, hein, donc j'ai... Ouais. Et encore, c'est génial que vous ayez eu peut-être les savoirs faits dodo pour vous rendre compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas et agir aussi et venir chercher cette consultation si tôt, parce que vous n'imaginez pas le nombre d'enfants, parfois même beaucoup plus âgés, 18 mois, 4, 5 ans, etc., que de familles que j'accompagne, où quand je viens tout détricoter, on voit qu'il s'est mis plein de choses vis-à-vis du sommeil qu'on peut régler, mais où l'origine de la chose, c'était une APLV, en fait. Ouais, non, là, du coup, j'ai... Des mois, des années de souffrance et de difficultés, où plein de choses se sont mises en place, et... Non, c'est une génial. perte de confiance quand même qui fait mal au cœur, quoi. De se dire, et puis, des impacts sur la santé de l'enfant hyper importants, avec des bébés qui vont avoir de l'asthme, qui vont se faire opérer des amygdales, qui chutent en courbe de taille, poids, de manière irrémédiable, parce que passé 2 ans, c'est compliqué de revenir, et où on a des impacts réels, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs. Moi, je suis plutôt contente de vous voir à l'âge de Diane, là. Moi aussi, je suis contente. Effectivement, c'est la 2e, donc je pense que... Et avec toutes les connaissances que j'ai grâce à vos supports, je pense que très vite, je me suis dit que... Vous avez senti qu'il y avait un truc... j'ai l'impression d'avoir fait exactement la même chose pour mon fils et de savoir accompagner le sommeil et même le rythme de journée. Et là, quoi que je fasse... ça coinçait. Ça passe pas. Ouais. Donc, ouais. Non, mais en tout cas, j'espère vraiment que la solution, qu'il y a une grosse clé qui est là, quoi. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Et le reste va suivre. Vraiment. Et s'il y a besoin de revoir ensemble, je suis là. Je pense qu'une consultation de suivi, on peut faire
des consultations de suivi. Pour moi, on peut en faire une que dans 2 semaines. Si vous sentez que vous avez besoin avant, vous me dites et on planifie. Ouais. Eh bien, merci en tout cas pour l'apaisement. Avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir. Et bah, bon retour à toutes les deux, parce que vous venez de Reims. Ouais. Vous rentrez là? Oui, je vais rentrer juste après. Ouais. Super. Merci à vous. Avec plaisir. Allez. Et moi, j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le à d'autres mamans et commentez, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour toujours plus d'informations. Bonjour, je voulais prendre un tout petit moment pour vous remercier, les équipes de Fedodo, pour la consultation d'hier. J'ai eu la chance d'avoir la consultation avec Caroline. Je remercie Laure aussi au passage pour ses talents de Fedodo pour avoir endormi Diane si facilement. Je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. J'y allais avec espoir et un petit peu d'appréhension. Et j'ai vraiment trouvé une équipe à l'écoute, qui avait une volonté vraiment hyper forte de m'aider, hyper compatissante. Donc merci Caroline. Je ressors de cette consultation avec de l'apaisement, un petit peu de culpabilité parce que c'est un sujet assez compliqué, le RGO. Mais je me sens guidée, donc pour ça merci. Maintenant on a besoin de mettre en place les changements qu'on a évoqués hier pendant la consultation, qui nécessitent un petit avis pédiatrique pour avoir vraiment une équipe holistique autour de nous et que les choses se fassent avec le plus de cohérence possible pour le bien-être de Diane. Mais merci, vraiment je ressors apaisée. C'est vraiment le mot que je retiens, donc j'ai hâte de voir la suite. Alors, je voulais faire un petit update parce qu'on est lundi matin, enfin midi. On a eu la consultation avec Caroline jeudi après-midi, donc on est à J+4. On a eu rendez-vous ce matin avec la pédiatre pour le changement de lait de Diane. Donc pour le moment, il a été décidé de prendre Allernova AR, donc des protéines hydrolysées, un sujet dont on discute avec Caroline, qui recommandait directement de passer au lait de riz. On revoit de toute façon la pédiatre jeudi. On est lundi, on la revoit jeudi pour faire un point sur l'Inexium, qu'on continue dans tous les cas. Parce qu'à la base, il était convenu d'en donner 2 semaines. Et on fera un premier point sur le lait, donc savoir comment ça se passe juste sur 3 jours, même si un test de 10-15 jours peut être nécessaire. Je suis quand même rassurée, honnêtement, apaisée. Là, elle vient de prendre son premier biberon. Alors, l'Allernova R, c'est un lait qui est pas très bon. Il faut s'habituer au goût. Donc, je savais que pendant 2-3 jours, là, peut-être qu'il va y avoir un petit moment de latence. Et elle va peut-être aller un petit peu. Elle m'a déjà regardé avec une tête en se demandant pourquoi je lui imposais ça. Mais tant mieux. Franchement, je suis très contente d'avoir enlevé les protéines de lait de vache. On verra si ça suffit. Ou s'il faut aller sur du riz, et auquel cas on ira sans problème. On fera le point avec la pédiatre qui a été hyper à l'écoute, qui nous accompagne complètement dans la démarche et qui nous croit. Quand je parle des symptômes, elle m'a dit non mais voilà, vous voulez plus donner de lait de vache, on ne donne plus de lait de vache. Donc c'est cool. Je vous ferai un petit point dans quelques jours pour voir comment ça se passe. Je voulais refaire un petit point d'étape. Aujourd'hui on est le jeudi. En fait ça va faire bientôt 4 semaines qu'on a fait la consultation avec Caroline pour l'épisode de YouTube. Diane depuis a été mise sur le lait Allernova AR, donc dû à l'APLV, au RGO et l'APLV. Elle est toujours sous Inexium, donc le médicament qu'elle prend chaque soir. Et on a refait un petit point avec Caroline hier dans le suivi de Diane, parce qu'il y a plein de choses qui se sont améliorées et des choses qui restent quand même vraiment à caler. Donc dans les améliorations que j'ai notées, vraiment des symptômes sur la PLV qui se sont nettement atténués, voire vraiment des disparitions de symptômes. Donc tout ce qui est douleur, vraiment, on sent qu'elle est moins douloureuse, voire plus douloureuse. C'est un bébé sourire, de toute façon, quand elle est éveillée, si elle pleure, c'est vraiment parce qu'elle a faim ou qu'elle est fatiguée, mais on sent vraiment qu'on a passé un stade dans les douleurs. On a des selles qui sont redevenues normales, il n'y a plus de tout. Elle n'avait pas de problème de peau, donc ça, j'ai pas vu d'évolution, c'est évident. Donc il y a quand même des nettes améliorations. Et ce que je déplorais encore, c'était des problèmes de sommeil. Donc elle avait encore et elle a encore, des très petites siestes. Elle commence depuis quelques jours là seulement à allonger des siestes. Elle m'a fait des siestes de 2 voire 3 heures, une fois 3 heures. Là il y a 4-5 jours.
Donc j'ai espoir aussi tout simplement que la maturation du sommeil naturel, du fait qu'elle grandisse, apporte aussi ses fruits. Donc on est en train de revoir avec Caroline pour le rythme, parce que c'est vrai qu'elle a quand même encore un rythme de vraiment petit bébé. Elle a un rythme comme si elle avait 2 mois et pas 4 mois, elle prend des petits biberons et du coup des petites siestes. Donc on a décidé évidemment de maintenir des temps d'éveil à 1h30. Ça pourrait être 2 heures, mais je sens qu'elle n'est pas forcément capable. Et pour pas la brusquer non plus trop. Donc on a décidé que voilà, on allait rester sur un biberon par temps d'éveil, même si elle buvait pas grand chose et qu'après elle râlait parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait faim, notamment au coucher, que j'allais tenir bon malgré les pleurs, et rester sur un biberon au temps d'éveil. Donc en fait elle va tourner autour de 5-6 biberons. Elle est restée sur un régime de 4 siestes pour le moment, jusqu'à ce que les 3 siestes se mettent en place naturellement. On continue l'Alernova. J'ai eu rendez-vous avec les pédiatres ce matin pour faire le check des 4 mois tout simplement. Donc on a décidé de rester sur l'Alernova mais d'éliminer progressivement l'Inexium. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais progressivement proposer l'Inexium un soir sur 2 seulement et l'arrêter d'ici 15 jours pour voir comment elle tolère. Donc la pédiatre nous veut isoler les solutions. Déjà on arrête l'Inexium, puis on refera un point à 1 mois. Donc le check des 5 mois pour voir si on réintroduit du lait normal ou pas. De toute façon, il faudra faire un test de réintroduction de protéines de lait de vache pour pouvoir vraiment poser le diagnostic en étant sûr que c'était ça. Comme l'explique la pédiatre, voilà, la PLV, c'est une allergie qui se résorbe dans le temps. La question est de savoir quand on va pouvoir réintroduire. Donc soit on le fera là aux 5 mois, soit si on voit que ça passe pas, on continuera donc avec l'Alernova, voire du riz, mais ça on fera le point aux 5 mois, parce que la pédiatre nous suit complètement là-dessus. Sinon ça sera plutôt à 10-11 mois. Voilà, donc il y a un peu des stades d'évolution. Donc ça va suivre son cours. Sur la diversification qu'on va commencer, je vais attendre un petit peu parce que là on part tout simplement en voyage, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça logistiquement parlant. Donc on va attendre qu'elle ait dans une dizaine de jours de commencer les légumes, tranquillement, voir comment ça se passe. Et comme c'est un bébé qui a une APLV, la pédiatre nous a recommandé d'introduire les allergènes vraiment quand on aura fait ce point à 5 mois, de voir déjà comment elle tolère l'arrêt de l'Inexium pour pas que ça fasse beaucoup trop de choses d'un coup. Donc tout ce qui est allergène, que ce soit les fruits à coque, arachides, etc., on le fera une fois que la diversification, elle se sera quand même un petit peu habituée, que l'Inexium sera arrêté et voir comment elle le tolère, pour pas tout mélanger en même temps. Voilà, donc c'est un petit point d'étape. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, que le sommeil va aussi rentrer dans l'ordre, qu'elle va arrêter un peu les réveils nocturnes. J'ai espoir, même si ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc je remercie encore Caroline pour son suivi, son accompagnement et sa bienveillance. Et voilà, je vous tiens au courant, je pense dans 15 jours faire un petit point d'étape et sinon dans 1 mois.